Donc, dans la première partie de cette matinée, après ces interventions d'accueil, nous allons avoir la présentation du plan national santé-environnement 3. Et ensuite, nous débattrons. Nous débattrons avec des élus qui, pour beaucoup, sont aussi des médecins et avec des personnalités sur l'implication donc des collectivités locales et des élus dans ces problématiques liées à la santé et à l'environnement. Ensuite, nous travaillerons sur un sujet qui sera réparti en 3 cet après-midi en atelier, c'est-à-dire la préparation, la méthodologie pour préparer donc la déclinaison du plan régional santé-environnement 3. Nous sommes en effet un petit peu à la charnière. Il y a eu 2 forums qui se sont déjà passés. C'était à Aubagne en 2012 et 2013. Et nous en sommes donc cette fois-ci à ce 3e forum du plan régional santé-environnement. Pour vous présenter donc le PNSE 3, 3 personnalités. Et nous allons donc commencer avec Madame Fontaine, qui représente le ministère en charge de la Santé, Mireille Fontaine, donc de la Direction générale de la Santé. Je vous remercie de me passer la parole. Madame la présidente du Conseil régional, Madame la secrétaire générale adjointe des affaires régionales, Monsieur le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé, Monsieur le député Gérard Bapt, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous ce matin. Je voudrais en premier lieu remercier les organisateurs de ce forum de m'avoir invité et à travers moi la Direction générale de la santé que je représente à vous parler ce matin du PNSE 3. Ma présence ici témoigne à la fois de l'intérêt de l'administration générale pour ce qui se passe en région, mais aussi du dynamisme de la région qui nous a invités. Et la présentation que nous allons faire ce matin à 3 voix avec mon collègue du ministère chargé de l'Environnement et Franceline Marano qui a présidé le comité d'appui scientifique qui avait été mis en place pour l'élaboration du PNSE 3, témoigne aussi du travail que nous avons effectué pour cette mise en place. Et puis aussi parce que c'est la première présentation en région de ce PNSE 3 qui vient d'être adopté. Mais je vais entrer assez rapidement dans le vif du sujet et faire un tout petit rappel sur l'origine des plans nationaux santé-environnement, en rappelant que c'est inscrit dans le Code de la santé publique, c'est inscrit à la fois qu'il y ait un plan national santé-environnement élaboré tous les 3 ans, mais aussi une déclinaison régionale qui doit se faire en lien avec la politique régionale de santé. Plans nationaux santé-environnement, il y en a eu 2. Le premier a été écrit en 2004. En 2009, il y a eu le 2e plan, dont l'échéance est arrivée fin 2013. Et avant que Fabrice Candia ne vous détaille un petit peu la structure du nouveau plan, que je suis sûre vous attendez avec impatience, je vais rappeler un petit peu la base, à la fois de l'organisation qui a été mise en place et des bases sur lesquelles nous sommes partis pour rédiger ce 3e plan. La base, au départ, a reposé sur les recommandations des évaluations du plan national santé-environnement numéro 2. Il y avait, je vous le rappelle, eu 2 séries d'évaluations qui avaient été conduites dans 2 champs distincts. La première a été conduite par le Haut Conseil de la santé publique, destinée à voir si on pouvait apprécier les progrès qui avaient été accomplis grâce aux actions du PNSE 2, mais aussi du PNSE 1, parce que en matière de santé-environnement, les résultats des actions sont forcément à moyen voire à long terme. Et une 2e série d'évaluations, plus classique, a été conduite par les différentes inspections des ministères impliqués dans la mise en œuvre des plans nationaux santé-environnement. Je veux dire l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ces évaluations ont donné lieu à de nombreuses recommandations très intéressantes pour l'élaboration du 3e plan national santé-environnement. Je retiendrai 4 qui avaient été les 4 piliers un peu sur lesquels nous nous sommes appuyés pour lancer les travaux d'élaboration du PNSE 3. La première, c'était de dire qu'il fallait continuer à privilégier les agents physiques et chimiques, et ce, quels que soient les modes d'exposition et quelles que soient les sources. Et ça, c'est un point important sur lequel, je pense, Franceline Marano reviendra. Le 2e pilier, c'est la nécessité de fonder les choix autant que faire se peut et les priorités
sur une évaluation des risques sanitaires, mais aussi une évaluation économique des propositions qui allaient être faites. Ne pas relâcher les efforts sur les risques émergents qui avaient été engagés dans les travaux du deuxième plan santé-environnement. Et enfin, essayer de faire mention dans ce plan de toutes les actions qui contribuent et qui rentrent dans le périmètre du plan santé-environnement et qui font l'objet d'une politique publique. Sur cette base, il a fallu organiser les modalités de travail non seulement interministériel, et je rappellerai que pas moins de 5 ministères étaient concernés, le ministère chargé de l'Environnement, bien sûr, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Travail, le ministère de la Recherche, le ministère des Transports et le ministère de la Santé, bien sûr. Non seulement travail interministériel, je vous le disais, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes, membres du groupe Santé-Environnement, présidé par monsieur le député Gérard Bapt, instance qui a été mise en place au moment du démarrage des travaux du PNSE2. De plus, comme l'une des recommandations portait sur la nécessité de s'appuyer sur des bases scientifiques solides, le choix a été fait de constituer un comité d'appui scientifique dont la présidence a été confiée à Franceline Marano, professeure émérite, et par ailleurs vice-présidente de la commission spécialisée risques liés à l'environnement du Haut Conseil de la santé publique. Et pour parachever le tout, 4 groupes de travail, issus du GSE mais incorporant aussi des scientifiques, ont été mis en place afin de formuler des propositions d'action. Chacun de ces groupes de travail a été présidé par une personnalité et a reçu l'appui des agences ou des institutions concernées. Je veux parler de l'Institut national de prévention et d'éducation en santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'Institut national de veille. 3 groupes de travail avaient été mis en place au départ. Un groupe sur l'exposome, et là je vais vous laisser dans l'attente de la définition de ce mot dont Franceline prendra le soin de vous expliquer ce que c'est exactement. Un groupe sur les facteurs de risque environnementaux et les pathologies, et un groupe sur la formation, l'information et la dynamique territoriale. Et puis, vous le lirez sur le transparent, il y a un 4e groupe sur les transports qui a été mis en place, chargé de rédiger un chapitre spécifique sur les transports. Et pourquoi un groupe spécifique et à part, et le choix finalement d'avoir une annexe au PNSE sur les transports, c'est parce que en 2014 s'est tenue la 4e réunion stratégique sur alors je vous donne juste l'acronyme, c'est THEPEP, mais en français ça s'appelle Programme pan-européen sur les transports, la santé et l'environnement. Et les conclusions de ce comité qui s'est tenu en avril, c'était qu'il fallait identifier le sujet spécifique au transport. De leur côté, les 5 ministères concernés ont été associés dans un comité de pilotage. Vous allez me dire, ça fait une comitologie peut-être un peu lourde, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cet aspect parce que, à l'expérience, le travail était enrichissant, les échanges fructueux, les propositions fournies, et tout cela a nécessité un peu de temps, et vous verrez sur le transparent que vous avez sous les yeux que finalement, nous avons consacré de janvier à juin-juillet tous les travaux de ces différentes instances. Comme toute politique gouvernementale, les propositions qui ont été émises ont fait l'objet de validation en interministériel aux étapes clés de la rédaction. Et une fois ces validations faites, un dispositif de consultation a été mis en place. D'abord, consultation des instances prévues réglementairement ou impliquées dans le PNSE2, et je citerai le Haut Conseil de la santé publique, bien sûr, la Conférence nationale de santé, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, le COCT, et les directeurs généraux d'ARS. Et puis, pour parachever le tout, une consultation large du public a été faite par la mise en ligne sur les sites Internet des différents ministères de cette première version du plan national santé-environnement. À l'issue de ces différentes consultations, donc à la fin de l'été, une 2e version a été rédigée parce que l'ensemble des avis qui nous sont revenus et des propositions ont fait qu'il nous a semblé utile, et notamment les avis qui ont été repris par le comité d'appui scientifique, les recommandations de ce comité d'appui,
il nous a semblé important de pouvoir les prendre en compte et une deuxième version a été rédigée et a fait l'objet d'une présentation conjointe des ministres chargés de l'environnement et de la santé, donc Madame Royal et Madame Touraine, en Conseil des ministres en novembre 2014. Le plan donc a été adopté officiellement à cette date et 10 actions ont été présentées, qualifiées d'immédiates et ont été plus particulièrement mises en avant. Les bases qui ont donc été retenues pour l'élaboration de cette deuxième version reposent sur la production des groupes de travail, je vous l'ai dit, et sur les recommandations du comité d'appui scientifique. 2 points importants dans ces bases à souligner. D'une part, la nécessité de réduire l'impact des altérations de l'environnement sur la santé, à la fois dans la continuité des 2 plans précédents, je vous l'ai dit, mais surtout en identifiant une nouvelle approche de la santé-environnement, nouvelle approche à la fois sur le plan scientifique, avec l'introduction de cette fameuse notion d'exposome, mais là aussi je vous laisse dans l'attente, et aussi la nécessité d'ancrer très fortement la mise en œuvre dans les régions. Le deuxième pied de cette base, c'est aussi de s'appuyer sur la résolution adoptée en 2011 par les Nations Unies sur la nécessité, face à l'épidémie de maladies chroniques, de prévenir et d'essayer de maîtriser le développement des maladies non transmissibles, c'est-à-dire toutes ces maladies qui se développent actuellement, chroniques, et entre autres, on parle d'épidémies, de diabésité, etc. Tout cela, bien sûr, en tenant compte de certaines difficultés liées au fait que les effets et les liens entre environnement et santé ne sont pas toujours simples à mettre en évidence. Les effets liés aux facteurs environnementaux ne sont souvent pas très spécifiques. De plus, nous sommes exposés à de multiples facteurs physiques, chimiques, et par ailleurs, on sait maintenant que ce n'est pas seulement la durée d'exposition qui compte, mais aussi la fenêtre de l'exposition, c'est-à-dire que les effets ne sont pas les mêmes suivant que l'on est exposé pendant la période fœtale, pendant l'enfance, à la période adulte, et que tout cela conditionne la survenue éventuelle d'une pathologie. Et puis, dernière chose, nous ne sommes pas tous égaux et nous avons des sensibilités et des susceptibilités individuelles différentes. Enfin, dernière contrainte, avoir une vision de l'ensemble des plans touchant au domaine de la santé-environnement pour les articuler et les mettre en cohérence. Le schéma que vous avez sur les yeux n'est pas destiné à vous détailler l'ensemble de ces plans, mais simplement à vous donner une petite idée de l'ensemble des interrelations et de l'enchevêtrement des plans dont il a fallu tenir compte et sur lesquels l'ensemble et qui contribuent à l'ensemble des questions de santé-environnement. Voilà donc le travail un petit peu et la mécanistique qui ont produit à aboutir le PNSE 3, donc bâti sur des catégories d'enjeux identifiées par le comité d'appui scientifique, qui porte maintenant sur les risques avérés, mais aussi sur les risques suspectés, et sur la notion d'exposome, mais je vous laisse toujours dans l'attente. Il s'est élargi aussi à 2 thématiques nouvelles, vous le verrez, qui sont l'alimentation et la biodiversité. Et puis, dernière chose, vous l'aurez noté, on a tenu compte du temps qu'il a fallu pour son élaboration, et donc on a fait une petite dérogation à la règle des 5 ans, et ce nouveau plan couvrira la période 2015-2019. Voilà, je vais arrêter là mon propos. Je vais laisser la parole à Franceline Marano qui va vous présenter les travaux du comité d'appui scientifique qui ont été d'un apport essentiel pour la construction de ce PNSE 3. Je vous remercie de votre attention. Merci. Madame Franceline Marano, donc présidente du comité d'appui scientifique du Plan national santé-environnement 3. Tout d'abord, je remercie l'ARS de m'avoir invité à participer à ce forum. Il est certain que la déclinaison en région
du plan national santé-environnement est quelque chose d'absolument essentiel. Et dans le cadre des travaux j'ai eu l'honneur de présider pour le comité d'appui scientifique, c'est ce que nous avons mis en avant. Il y avait dans le précédent plan insuffisamment de relations entre le PNSE 2, c'est-à-dire le niveau national et les niveaux régionaux. Et de sorte que le PNSE 3, nous l'espérons, va permettre de mettre en relation beaucoup plus forte, et en particulier dans le domaine de la gouvernance dont on n'a pas parlé et qui pour le moment n'apparaît pas dans le plan national, mais qui va être mis en avant très prochainement, d'après ce que j'ai compris, eh bien, nous espérons qu'il y aura là une interaction beaucoup plus forte entre le niveau national et les niveaux régionaux. Alors, j'ai eu effectivement cette chance de présider ce comité d'appui scientifique constitué de 14 experts dont le secrétariat scientifique était tenu avec beaucoup d'efficacité par l'ANSES. Et les experts venaient en fait d'une liste d'établissements publics qui apparaissait dans la note interministérielle qui préconisait en fait l'élaboration de ce plan national santé-environnement. C'est-à-dire, ils venaient de l'École des hautes études en santé publique, de l'INCa, de l'INRS, vous voyez, l'INSERM, l'INRA, l'INVS, l'INERIS, les alliances, bien sûr, l'IRSTEA, et donc un groupe d'experts qui avait été choisi en fonction aussi de leurs compétences et de leur pluridisciplinarité dans le domaine santé-environnement. Des gens qui connaissaient bien le domaine santé-environnement, bien évidemment, depuis longtemps. Alors, les travaux que nous avons effectués ont commencé par une analyse, et ça a été évoqué par Mireille Fontaine, des évaluations du PNSE2 et des recommandations qui apparaissaient donc à la suite de ces évaluations du PNSE2. Puis ensuite, une réflexion sur le champ du PNSE3. On nous avait dit, vous avez toute l'attitude de faire des propositions, et c'est ce que nous avons fait. Dans la note interministérielle, il apparaissait en fait une certaine restriction du champ et nous avons donc fait des propositions d'élargissement de ce champ que nous allons voir. Et nous avons aussi élaboré une méthode de travail. Notre rôle était en fait, à la fois d'analyser des propositions d'action qui venaient des groupes de travail qui ont été évoqués par Mireille Fontaine, et donc de ces fiches actions qui étaient très nombreuses, on en a évalué une cinquantaine, mais qui contenaient chacune parfois des dizaines d'actions différentes. Alors vous voyez, c'était un travail assez important et il fallait qu'il y ait une méthode de travail que nous avons élaborée. Ceci a donné naissance à une note de cadrage qui apparaît d'ailleurs dans le rapport que nous avons rendu en fin de nos travaux aux deux ministres de tutelle, c'est-à-dire la ministre de la Santé et la ministre de l'Écologie. Et donc des critères d'analyse de ces fiches actions, une analyse également des plans et stratégies qui existaient déjà et qui viennent d'être présentés rapidement pour le volet santé-environnement. Puis nous avons réalisé un projet de structuration pour ce PNSE3 et enfin donc cette analyse de toutes les fiches. Donc un travail qui a été très soutenu, intense pendant près de 6 mois et qui a donné naissance à un rapport qui a été à la fois un rapport du comité d'appui scientifique et des 3 groupes de travail qui donc ont présidé à l'élaboration des fiches. Et ce rapport, vous pouvez le trouver sur le site du ministère du Développement durable ainsi que sur le site du ministère de la Santé. Il est associé en fait au PNSE3 et il permet aussi de comprendre comment nous avons travaillé pour l'élaboration de ce PNSE3. Alors, tout d'abord, un élément de contexte qui est important, nous avons décidé de reprendre la première recommandation du rapport du Haut Conseil de santé publique, qui en fait correspond à, à l'idée que se fait le Haut Conseil de santé publique de l'élaboration des plans de santé publique en général. C'est-à-dire baser la construction du plan sur un modèle logique ainsi que sur un diagnostic initial
lui-même reposant sur une justification appuyée sur des éléments factuels et vérifiables concernant les nuisances, leurs sources et les impacts sur la santé et l'environnement. C'est important parce que, effectivement, dans l'analyse du PNSE2, il était apparu qu'un certain nombre d'objectifs affichés dans ce PNSE2 étaient difficilement évaluables parce qu'il manquait un certain nombre d'éléments pour le faire. Et la question des indicateurs d'objectifs et de ces objectifs précis a été réellement discuté au CAS et sans que malheureusement nous puissions toujours les voir apparaître dans les fiches qui nous étaient proposées, les actions qui étaient proposées. Ce sera certainement un travail à faire, en démarrage d'ailleurs de ce plan, avoir ces indicateurs qui permettront ensuite de faire une évaluation correcte de l'efficacité des politiques publiques dans ce domaine. Alors, aussi, autre question, il était important, en dehors de ces objectifs à atteindre et des mesures cohérentes pour les atteindre, qu'il y ait l'allocation des ressources nécessaires et, bien sûr, nous espérons qu'elles seront bien là. Alors, dans les principes et objectifs qui, d'ailleurs, ont été repris, les objectifs très généraux, là, qui ont été déjà évoqués par Mireille, qui ont été repris pour le PNSE 3, nous souhaitions que, un des points fondamentaux, c'était de prioriser l'action pour un environnement favorable, bien sûr pour la santé pour tous, mais en particulier pour les individus les plus vulnérables. Il nous semble que là, il y avait un focus à avoir sur à la fois ces populations plus vulnérables qui peuvent être, par exemple, donc certaines périodes de la vie, les femmes enceintes, les jeunes enfants, mais aussi les personnes qui ont des maladies chroniques. Et aussi la question des inégalités a été beaucoup discutée dans le comité, dans le CAS. Alors, autre point important, intégrer dans la définition de la santé la notion de bien-être, qui est une notion mise en avant dans la définition de la santé par l'OMS et en particulier de la santé environnementale. Et le volet qui est un peu original dans ce PNSE 3 et qui est celui de l'intégration de la biodiversité, en particulier de l'intégration en ville de cette biodiversité, les jardins thérapeutiques dans les hôpitaux par exemple, ça relève de cette notion de bien-être. Ne pas s'arrêter seulement à diminuer les expositions, mais aussi à chercher en fait qu'il y ait une meilleure qualité de vie dans les territoires. Favoriser bien sûr les actions de prévention en agissant à la source ou en protégeant les populations, en faisant respecter le principe pollueur-payeur. Nous souhaitions que ça apparaisse clairement comme ça apparaissait dans le premier PNSE. Prévenir les risques avérés, c'est-à-dire que quand il y a toutes les données pour agir, il ne faut pas attendre. Et je prends un exemple, celui du radon. On sait depuis longtemps qu'il y a un problème autour de l'exposition au radon. Eh bien, il faut agir. Donc, cette notion de risque avéré qui nécessite une action rapide, nous avons voulu qu'elle apparaisse de façon claire. Agir par des mesures proportionnées au titre du principe de précaution sur un risque suspecté. Il y a un certain nombre de risques dans le domaine environnemental pour lesquels on a beaucoup plus de difficultés à mettre en relation des expositions et donc la causalité des effets, et de sorte que dans ces conditions, il faut bien sûr malgré tout agir, mais de façon proportionnée, c'est important. Enfin, un point essentiel, réduire les inégalités environnementales d'exposition en plus des objectifs de réduction moyenne. Alors, nous avons réfléchi, on nous avait fait une proposition de champ du PNSE 3 que nous avons trouvée peut-être insuffisante parce qu'il nous semblait manquer un certain nombre d'éléments. Nous avons proposé ce concept d'exposome qui avait été déjà proposé d'ailleurs dans le cadre du GSE présidé par Monsieur Bapt.
Et nous avions considéré qu'il ne fallait pas oublier les contaminants alimentaires et les risques biologiques d'origine environnementale, alors qu'au départ, dans la note interministérielle, ils étaient exclus. Et introduire les risques sanitaires associés au changement climatique, qui étaient peu aussi, qui n'apparaissaient pas dans la note initiale, et bon, considérer, comme je l'ai dit, les inégalités environnementales comme une priorité. Alors, cette notion d'exposome, on m'a demandé de vous la préciser. En fait, elle recouvre quelque chose qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire que, en fait, dans le domaine de l'environnement, il y a des multi-expositions vie entière qui doivent être prises en considération. Nous souhaitions qu'il n'y ait plus une fragmentation comme elle existe de ces expositions, en particulier entre les expositions environnementales, c'est-à-dire ce qui se fait en dehors du milieu de travail, par exemple, et le milieu de travail. Nous souhaitions qu'il y ait une intégration de toutes ces expositions et le concept d'exposome qui a été lancé par Christopher Wilde, qui est actuellement le directeur général du Centre international de recherche sur le cancer, nous paraissait un concept qui permettait de mettre en avant cette notion que la santé des individus en relation avec l'environnement, eh bien, ça se fait sur tout au long de la vie, avec des périodes particulières où il pouvait y avoir une sensibilité plus importante qu'à d'autres. Par exemple, la vie fœtale, par exemple la toute petite enfance, et qu'il fallait prendre cela de façon globale plutôt que de segmenter. Alors quand on a dit ça, c'est pas évident ensuite à prendre en compte dans des politiques publiques, on en a bien conscience, mais ça permettait d'intégrer les effets multiples, les doses faibles, les effets cocktails, donc, et ces périodes de vie où il y a une plus grande sensibilité. Et bien sûr, dans le domaine de la recherche qui est évoqué dans le PNSE 3, la recherche d'indicateurs intégrés nous paraissait importante à développer avec ce concept en ligne de mire. Et autre point important, l'exposome, c'est un peu le miroir aussi du génome. On sait maintenant qu'est ce concept de génome. Or, l'exposome va interagir tout au long de la vie sur le génome. Donc, il y a là aussi à prendre en considération, à travers d'ailleurs toutes les avancées des recherches dans le domaine de la biologie et de la physiologie. C'est ce que nous appelons les omics, avec toutes ces approches globalisantes et qui nécessitent de traiter beaucoup de données. Eh bien, il y a une possibilité d'avancer dans cette relation exposome et génome. Alors, rapidement, puisque ça va être détaillé par Fabrice Candia, les enjeux du PNSE 3. Nous avons souhaité qu'ils soient structurés en 4 enjeux importants, essentiels. Tout d'abord, nous avons voulu que soient mis en avant les enjeux sanitaires prioritaires associés aux expositions, cancer, allergie, et pas seulement allergie respiratoire, aussi allergie cutanée, allergie alimentaire, les risques reprotoxiques. Il y a la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui est incluse dans le PNSE 3, les neurotoxiques qui n'apparaissaient pas du tout dans les précédents, enfin surtout dans le PNSE 2, et ce qu'a évoqué Mireille Fontaine, les maladies métaboliques, c'est-à-dire maladies chroniques dont on se pose beaucoup de questions. Quelle est la relation avec l'environnement? Est-ce que les expositions environnementales sont responsables de l'augmentation d'un certain nombre de ces maladies métaboliques, par exemple obésité, par exemple diabète, etc. Et les enjeux de recherche, il y a donc eu un gros travail réalisé par les alliances sur l'initiative française pour la recherche en santé environnementale, ce que nous appelons l'IFRES. C'est en fait une structure de coordination et de structuration de la recherche dans ce domaine, et nous demandons qu'elle soit confortée et aidée pour sa mise en place.
Enfin, point important, les enjeux de formation, d'information, démocratie participative et en particulier la prise en compte de la relation santé-environnement dans les politiques régionales et locales et de façon, nous le souhaitions, assez systématique. Bon, les fiches d'action doivent se décliner en fonction de ces différents enjeux, bien sûr, et il faut déterminer des objectifs prioritaires. Nous avons hiérarchisé ces actions dans le cadre de nos travaux, et il y a cette question de l'articulation avec les autres plans qui nous paraissaient aussi importants. Il y a vraiment un millefeuille dans tous ces plans qui concernent la santé publique et dans lesquels on trouve assez souvent, mais pas toujours, des volets donc santé-environnement. Et nous recommandions que les actions spécifiques du PNSE 3, qui ont une interface avec d'autres actions des autres plans, soient précisées clairement dans le PNSE 3 afin d'assurer le maximum de lisibilité et de coordination. Pour qu'il n'y ait pas de redondance, ce qui apparaissait entre les actions, mais aussi une bonne complémentarité. Par exemple, en conséquence, une action en cours dans un autre plan doit être seulement signalée dans le PNSE 3 sans être prise, sauf si elle doit être complétée. Je l'ai lu là parce que ça me paraissait quelque chose d'important. Il faut l'avoir en tête pour disons, la mise en place des PRSE. Je vous remercie de votre attention au nom de tous mes collègues du comité d'appui scientifique. Merci Madame, et nous allons donc passer la parole à Monsieur Fabrice Candia, qui représente le ministère en charge de l'Environnement. Il est à la Direction générale de la prévention des risques. Fabrice Candia. Merci, bonjour. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail du plan. On va reprendre la présentation. Merci. Merci. Donc effectivement, ce troisième plan est structuré avec 4 enjeux. Francine Marano vous les a décrits. Alors je regardais hier, je regardais les archives et je regardais le nombre d'actions qui figuraient dans le premier PNSE adopté en 2004, c'était 45. Le deuxième PNSE comportait, lui, 52 actions, je crois. Nous sommes passés là à 107, c'est clairement un nombre d'actions important. Le challenge qui nous attend, c'est maintenant, après avoir planifié, de réussir à décliner l'ensemble de ces actions, que ce soit bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau régional. Et cela nécessitera bien sûr une gouvernance active. On s'appuiera sur le groupe Santé-Environnement présidé par Gérard Bapt, mais aussi bien sûr sur l'ensemble des groupes régionaux Santé-Environnement, les GRSE que vous animez en région. Je vais rentrer, si vous voulez bien, maintenant un peu dans le détail des actions. Je ne vais pas revenir sur les enjeux. Sur la déclinaison, j'y reviendrai à la fin. C'est le sujet principal de l'après-midi avec l'ensemble des ateliers qui seront consacrés donc à la déclinaison du plan national santé-environnement 3 en plans régionaux. Et je vous dirai en quelques mots à la fin ce sur quoi nous travaillons actuellement avec la Direction générale de la santé pour organiser, pour vous aider à décliner ce plan national en plan régional. On a choisi de présenter ça sous forme d'arborescence de manière à vous donner là une première idée finalement de la structure. Ça donne une idée aussi un peu des déséquilibres quand on regarde finalement le plan sous forme d'arborescence, puisqu'on voit qu'il y a certaines parties qui sont plus fournies que d'autres. Le premier enjeu, c'est, Francine vous l'a expliqué, de réussir à répondre finalement aux enjeux de santé posés par les pathologies en lien avec l'environnement. On sait que les facteurs environnementaux, Mireille vous l'a expliqué, sont souvent des cofacteurs qui peuvent bien sûr influer sur l'état de santé.
Et le PNSE 3 comprend un premier volet, notamment sur les cancers en relation avec les expositions environnementales et notamment en premier lieu le radon et l'amiante. Ces actions viennent, je crois, compléter pour la partie cancer le plan cancer annoncé par le président de la République en février 2014 qui comportait un volet environnemental, mais pas très complet, même si c'était mieux quand même que le précédent plan cancer. De même, les actions dédiées au radon, et notamment celles qui seront à mettre en œuvre au niveau régional, viennent compléter, là encore, le plan radon qui est, lui, plus ancien, mais qui continue à vivre de sa belle vie. Le second sous-enjeu concerne les allergies, et notamment celles dues au pollen, dont on sait qu'elles ont un impact socio-économique très important. Donc c'est un ensemble d'actions qui visent à pérenniser ce qu'on appelle le RNSA, hein, le réseau national, qui permet de prévoir finalement les pics de pollen. Le troisième sous-enjeu concerne, lui, les maladies métaboliques reproductives, et là sont notamment visés les perturbateurs endocriniens, avec le déploiement de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens adoptée en avril 2014 par le gouvernement, qui a conforté, je crois, en France, l'interdiction du bisphénol A initiée par la loi de M. Bapt. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc c'est dans cette partie aussi que sont développées notamment quelques actions liées à la présence de contaminants dans l'alimentation, notamment les métaux. Il s'agit là de poursuivre ce qu'on appelle les études alimentation totale qui sont réalisées par l'ANSES, et la présence de l'alimentation et la présence d'une partie liée là aux contaminants environnementaux dans l'alimentation constitue une certaine rupture par rapport au second PNSE. Il y avait très peu d'actions dédiées à l'alimentation dans le second PNSE. C'était d'ailleurs l'une des recommandations de la part des experts de dire qu'il fallait développer un certain nombre d'actions sur le sujet. Et pour le coup, ces actions viennent compléter le programme national nutrition santé qui, lui, ne comporte pas d'actions de ce type. Le dernier sous-enjeu concerne l'anticipation au risque d'épidémies transmises par les vecteurs dans le contexte de changement climatique. C'est là encore, même si on l'aborde sous un angle relativement restreint, là encore une rupture importante par rapport au second PNSE, aborder les liens entre santé, environnement et changement climatique. C'est réellement une nouveauté. Cette action est tournée plutôt sous l'angle territoire ultramarin, dont on sait qu'ils sont régulièrement confrontés à des épidémies d'arbovirose, et je crois qu'elle aura vocation notamment à être reprise dans les PRSE qui pourront être déclinés dans ces territoires. Je pense à la Guyane, à la Réunion ou à Martinique-Guadeloupe. Ensuite, on passe donc au gros bloc. Je dirais, puisqu'il comporte pas moins de 52 actions, c'est la connaissance des expositions environnementales et bien sûr la réduction de l'exposition aux agents physiques et chimiques. Cette partie-là comprend 5 grands sous-enjeux que sont la poursuite des études de biosurveillance, les études de biosurveillance humaine qui permettent de surveiller la présence dans l'organisme de substances chimiques liées à notre environnement via des prélèvements biologiques qui ont été lancés dans le cadre du deuxième PNSE, ce qu'on a appelé les cohortes ELF et Esteban, portées par l'Institut national de veille sanitaire. Ces cohortes ont démarré, il s'agit maintenant de les poursuivre. Elles nécessitent des budgets financiers très importants, il faut avoir ça à l'esprit, mais c'était, je crois, l'une des mesures phares du deuxième PNSE, et on n'a pas le droit de ne pas poursuivre ce type d'action dans le troisième PNSE. Les chercheurs misent beaucoup sur ce type d'études. Il va s'agir bien sûr aussi de poursuivre l'évaluation des expositions
pour tendre vers une vision la plus globale plus possible et la plus complète. C'est la quête de l'exposome, Francine vous l'a expliqué. Poursuivre la caractérisation des inégalités environnementales. Là, on s'inscrit dans la continuité des travaux qui avaient été menés dans le cadre du deuxième PNSE. Je pense notamment aux études de zone qui ont été menées sur certains territoires, et ici en PACA, notamment à celle qui avait été menée autour de l'étang de BR. La meilleure accessibilité aux données est un challenge important aussi pour nous en santé-environnement. Quand vous discutez avec l'ensemble des chercheurs et notamment les épidémiologistes, on a un certain nombre de bases de données dans le domaine environnemental ou dans le domaine de la santé, je pense au SNIRAM. Ces bases de données ne sont pas toujours bien accessibles. On entend parler beaucoup dans les médias de big data. Et là, il y a là un challenge important à relever dans le cadre du troisième PNSE, c'est rendre accessibles ces données, notamment aux chercheurs, de manière à progresser dans la quête du lien entre santé et environnement. Enfin, cette partie comprend, on nous a dit qu'il y avait peu d'actions sur la réduction des expositions, cette partie comprend un volet action et levier d'action, justement, sur la réduction des expositions, sur l'air, sur l'eau, sur le bruit, et avec des focus spécifiques sur des thèmes particuliers, comme bien sûr les pesticides et la santé. Il va s'agir de donner suite à l'expertise collective qui avait été menée par l'INSERM en 2013. Un certain nombre d'actions ont été menées aussi au niveau ministériel, je dirais pour limiter l'exposition de la population aux pesticides, sous l'impulsion notamment de la ministre de l'Environnement, Madame Royal. Un chapitre, quelques actions aussi dédiées aux produits de consommation. C'est là une nouveauté. Plusieurs ONG nous ont proposé de coucher quelques actions en lien avec les produits de consommation. C'est notamment, par exemple, la recherche de substances perturbatrices endocriniennes ou de phtalates dans les jouets. Et c'est des actions de contrôle qui seront menées en concertation avec la DGCCRF au niveau national. Alors, on n'a pas complètement oublié, bien sûr, les risques émergents. C'était l'un des points forts du deuxième PNSE. On avait une partie dédiée aux risques émergents et un groupe technique de travail dédié à la thématique. L'ensemble des actions, là, je dirais, sont reprises dans le troisième PNSE. Dans le domaine des nanomatériaux et des perturbateurs endocriniens, si on veut avancer sur le sujet, on n'a pas d'autre choix que de peser au niveau européen, et ça nécessite un lobbying important, et c'est un combat de tous les jours en interministériel pour réussir à avancer sur des sujets comme le bisphénol A ou les perturbateurs endocriniens dans leur ensemble. Alors vous avez remarqué que les perturbateurs endocriniens n'apparaissent plus dans cette partie-là. C'est aussi là une rupture par rapport au précédent PNSE. C'est plus un risque à forte incertitude ou un risque émergent. Les perturbateurs endocriniens sont désormais considérés comme un risque avéré. Quelques actions sont dédiées aux problématiques ondes, je pense aux problématiques liées aux radiofréquences, l'utilisation du téléphone portable ou au transport d'électricité. Et sur la partie radiofréquence, je vous signale l'adoption hier à l'Assemblée nationale d'une loi sur la sobriété des ondes portée par Madame Abeille. Il va nous falloir maintenant décliner cette loi sous forme de décret d'application. On l'a dit, et Francine, qui est très proche du monde de la recherche, nous l'a expliqué. Ce plan comprend une partie importante et autoportante dédiée à la recherche en santé-environnement. Pour les chercheurs et les experts, ce troisième PNSE, donc adopté en novembre 2014, qui vient 10 ans après l'adoption du premier PNSE, qui lui avait été adopté en 2004, ce troisième PNSE arrive pour les experts et les chercheurs à un moment charnière. Il faut clairement maintenant se donner les moyens de nos ambitions pour progresser dans les domaines liés à la santé-environnement. Je pense bien sûr à l'expologie. Si on veut avancer dans la quête de l'exposome, des efforts importants restent à accomplir dans le domaine de l'expologie. On accumule beaucoup de données dans le domaine de la qualité de l'air, mais il faut encore
progresser, je crois, par rapport à d'autres déterminants. Il nous faut aussi améliorer, bien sûr, nos capacités en toxicologie et en écotoxicologie, et ça passe, bien sûr, par la structuration d'équipes de chercheurs et par un certain nombre de financements. Alors, cet enjeu comprend aussi quelques actions relatives au lien entre santé et biodiversité. C'est là encore une rupture par rapport au précédent plan national santé-environnement.